Du 139e rang mondial, le Togo passe au 92e sur l'indice de performance logistique. En Afrique de l'Ouest, notre pays se classe en 2e dans la zone UEMOA et 4e de la zone CEDEAO. C'est la bonne note reçue par notre pays après la publication par la Banque mondiale de son rapport 2016. Ceci dû essentiellement à la célérité dans les transactions au port autonome de Lomé. Le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine a officiellement sa branche togolaise, un démembrement qui va renforcer la promotion du dialogue social entre les peuples des pays membres de l'organisation. Et puis la CEDEAO apporte son soutien à l'organisation des luttes EVALA édition 2016 et à la vulgarisation des tests de l'organisation en langue locale. Un important lot de matériel sportif et didactique vient d'être remis au ministre en charge de la culture. Voilà, c'était les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Et nous ouvrons avec la bonne nouvelle de ce début de semaine, le gain de points du Togo sur le plan mondial en matière d'indice de performance logistique. Selon le rapport 2016 de la Banque mondiale, notre pays est passé du 139e au 92e rang mondial. Les raisons de cette prouesse avec les explications de Aimé Abalé. Selon le rapport 2016 de la Banque mondiale sur l'indice de performance logistique, le Togo est classé 92e au plan mondial pour les progrès réalisés en termes de compétitivité et de rapidité concernant les délais de transmission des expéditions aux consignataires et de délais de livraison des marchandises au port autonome de Lomé. Ce rapport biannuel s'appuie sur une enquête réalisée auprès de 1050 chefs d'entreprise internationales de logistique à travers 132 pays. Ont été pris en compte 6 indicateurs: l'efficacité des procédures de dédouanement, la qualité des infrastructures de commerce et de transport, la fiabilité de l'expédition des cargaisons et leur prix concurrentiel, la compétence et la qualité des services logistiques, le suivi et la traçabilité, puis le respect des délais d'attente. En passant du 139e au 92e rang mondial, le Togo progresse de 47 places, ce qui s'explique par les investissements lourds opérés ces dernières années dans le secteur portuaire. Par exemple, 300 milliards de francs CFA ont été investis dans la construction d'un 3e quai pour accroître les capacités opérationnelles du port autonome de Lomé. Le Togo a eu à faire d'énormes investissements dans les infrastructures. Et d'abord dans les infrastructures portuaires, où on a également eu la création du guichet unique qui a facilité, n'est-ce pas, les éléments sur le commerce. Et donc avec tous ces éléments, y compris également les derniers investissements au niveau de l'aéroport, et ça a permis vraiment d'améliorer le classement du Togo avec cet indice de performance logistique. Le Togo, en matière d'enlèvement de marchandises, est très efficace. Et donc si un opérateur économique d'un pays de l'Interland, par exemple, transite ses marchandises par le Togo, il est sûr qu'en un temps record, il pourra enlever ses marchandises. Et donc la rapidité est un élément très important en matière de compétitivité du commerce international. Dans ce classement de la Banque mondiale, la première place est occupée par l'Allemagne au plan mondial. Sur le continent africain, le trio de tête est constitué de l'Afrique du Sud, du Kenya et de l'Égypte. Au niveau sous-régional, le Togo est 2e de l'espace UEMOA et 4e de la zone CEDEAO. On prend les 6 indicateurs. Si nous comparons le classement de 2014 et de 2016, le Togo a amélioré tous ses scores. Donc nous pensons que c'est une très bonne chose qui permet au Togo de se classer parmi les pays les plus compétitifs de la sous-région. Il faut toujours continuer à investir dans le secteur des transports. Pour le Togo qui aspire à l'émergence à l'horizon 2030, cette avancée dans le classement mondial sur l'indice de performance logistique est une motivation de plus à continuer d'investir dans les secteurs porteurs afin de renforcer les acquis de la relance économique et soutenir la croissance. Grâce aux efforts de modernisation, le port fonctionne 24 heures sur 24 avec une chaîne de mesures innovante, célérité dans les transactions douanières, autonomisation des procédures, déclaration en ligne. Progressivement, le Togo confirme son ambition de devenir un hub régional. Le Conseil des ministres s'est réuni ce lundi au palais de la présidence de la République sous la direction du chef de l'État Faure Esozimna Nyazingbe. L'essentiel de ce conseil est présenté par le ministre en charge de la communication, Guy Madji Lorenzo.
Le Conseil des ministres s'est tenu ce lundi 4 juillet 2016 au palais de la présidence de la République sous la conduite du président de la République, son Excellence, M. Faure Esozimna Gnassingbé. Au cours des travaux, le Conseil a adopté 2 décrets, écouté 2 communications et des divers. Le premier décret adopté par le Conseil porte titularisation de 20 magistrats du Centre de formation des professions de justice qui ont accompli avec succès le stage réglementaire de 18 mois. Le deuxième décret pris par le Conseil porte identification des usagers des ports, la traçabilité des marchandises et des véhicules et contrôle de sûreté des navires et autres engins flottant dans les eaux sous juridiction togolaise. Prenant en compte les dispositions relatives à la collecte, à l'analyse et à la communication des renseignements de sûreté recommandés par le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, ainsi que les recommandations des différents acteurs nationaux impliqués, le présent décret facilite l'identification et la traçabilité de tous les usagers des ports togolais, instaure un agrément délivré par une autorité unique et rend indispensable un permis d'exploitation pour tous les agents flottants dans les eaux sous juridiction togolaise. Il permet de renforcer la surveillance des eaux territoriales, d'améliorer l'identification des usagers des ports du Togo et des navires, de déployer un dispositif sécuritaire plus efficace et d'assurer un suivi informatique des informations de sûreté et leur archivage. Au titre des communications, la première suivie par le Conseil rend compte de la mission d'assistance aux sinistrés des catastrophes naturelles et anthropiques survenues de janvier à mai 2016, couvrant les régions des savanes, de la Kara et des plateaux. Celle-ci a permis d'apporter un soutien technique, logistique et alimentaire à près de 6 500 victimes pour un montant global de 58 millions de francs CFA. Face à la récurrence de ces catastrophes et pour anticiper ces situations, le Conseil a instruit la ministre chargée de l'action sociale d'étudier et de proposer un programme global de renforcement de la résilience des communautés victimes des catastrophes naturelles. La seconde communication suivie par le Conseil est relative aux préparatifs du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique, devant se tenir le 15 octobre prochain à Lomé. Il est à relever que du point de vue scientifique, les exposés des différents sous-thèmes retenus dans le cadre de la conférence sont finalisés, de même qu'une validation avancée du projet de la charte dénommée Charte de Lomé au niveau des instances de l'Union africaine et qui sera proposée à l'adoption et à la signature des pays participants au sommet de Lomé. Sur le plan matériel, logistique et technique, les préparatifs sont largement avancés. Au titre de divers, un compte-rendu a été fait au Conseil sur le lancement du vol inaugural Lomé-New York, effectué par la compagnie éthiopienne le dimanche 3 juillet 2016 à bord du dernier né de la technologie américaine, le Boeing 787 Dreamliner. À l'occasion de ce lancement, son Excellence Monsieur l'ambassadeur des États-Unis, ainsi que Madame la vice-présidente de la compagnie éthiopienne, ont manifesté leur enthousiasme et félicité les gouvernements américains et togolais, ainsi que les départements et services qui ont travaillé sans relâche, afin que cette liaison, qui relie l'Afrique de l'Est et de l'Ouest à la plus grande place financière du monde, New York, puisse avoir lieu. Le Premier ministre, au nom du gouvernement, a félicité son Excellence Monsieur le Président de la République dans la vision de faire de notre pays un hub aéroportuaire se concrétise chaque jour. L'aéroport international Gnassingbé et Yadema est reconnu désormais comme l'un des tout premiers aéroports en Afrique, tant par la modernité de ses installations que pour la sûreté et la sécurité. Il devrait permettre désormais d'accentuer le trafic aérien, tant des personnes que des biens, entre l'Afrique et les États-Unis, boostant par la même occasion le développement économique de notre pays et de la région ouest africaine. Un compte-rendu a également été fait au Conseil relativement à la visite de son Excellence Monsieur le Président de la République en Allemagne du 8 au 13 juin dernier. Plusieurs activités ont marqué le séjour du chef de l'État lors de cette visite officielle. Les questions d'ordre économique et plus précisément les opportunités d'affaires au Togo ont été au centre de la rencontre que le Président de la République a eue avec la Berlin Capital Club qui rassemble
les plus importantes organisations d'entreprises allemandes. Le chef de l'État a également rencontré plusieurs personnalités politiques. Leurs échanges ont porté sur la coopération bilatérale, la crise des migrants et la question sécuritaire en Afrique. La fin des entretiens de haut niveau a été sanctionnée par la signature d'un procès verbal de négociation sur la coopération développement entre les deux pays. Ces négociations ont pris en compte les annonces faites par le ministre de la Coopération Gerd Müller lors de sa visite en janvier 2016 et les résultats des consultations préparatoires qui accordent à notre pays une enveloppe financière de 60 millions d'euros affectée aux pôles prioritaires que sont la formation technique et professionnelle et l'emploi des jeunes, l'appui à la décentralisation, à la bonne gouvernance et le développement rural, l'énergie et la santé, avec une couverture des villes de Dapaon, Kara, Takwame, Ngontchen et Tsevié. Le chef de l'État a également rencontré, lors de son séjour, la diaspora togolaise à qui il a renouvelé son appel à revenir ou à investir au Togo afin de participer à son développement. Le Conseil a, toujours au titre divers, suivi un compte-rendu relatif à la visite des projets de réhabilitation de la route nationale numéro 2 tronçon à Vepozo à Neho et de la protection de la côte contre l'érosion côtière à l'occasion du séjour à Lomé de Mme Carla Montesi, directrice pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à la direction de la coopération du développement de la Commission européenne le 24 juin 2016. Cette visite, conduite par M. le Premier ministre, se situe dans le cadre de l'instruction de 2 projets pilotés par la BAD et dont l'Union européenne contribue au financement dans le cadre de son programme du 11e FED. Enfin, le Conseil a été informé du lancement par le chef de l'État le 7 juillet 2016 de la seconde phase du PUDC concernant les zones périurbaines dans le canton de Zanguera. Cette cérémonie sera couplée avec la réception de châteaux d'eau réalisés dans le cadre du projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et des services électriques Purise. Par ailleurs, un hommage funéraire sera rendu au casque bleu togolais tombé au champ d'honneur au Mali. Cette cérémonie se déroulera le 8 juillet à l'état-major général des forces armées togolaises. Fait à Lomé le 4 juillet 2016, le Conseil des ministres. Toute problématique trouverait sa résolution par le truchement des sciences mathématiques. C'est fort de cette conviction que des étudiants et enseignants-chercheurs en mathématiques de la sous-région sont réunis depuis ce matin à Lomé et tenteront de trouver des approches de solutions à la lutte contre la pollution grâce à des équations mathématiques. Sonia Ménico, Antoinette Romao, Vovo. Les étudiants se sont demandé un jour à quoi pouvaient servir les équations, les identités remarquables et autres vecteurs dans leur vie quotidienne. L'école des mathématiques africaines, EMA, est un parfait exemple de la façon dont les mathématiques et la modélisation numérique peuvent servir concrètement à résoudre certains problèmes, surtout le phénomène de pollution. Quand vous avez le problème, on examine le problème, on associe les modèles mathématiques à ce genre de phénomène-là. Ces modèles mathématiques sont régis par des équations différentielles. Quand on arrive à résoudre ces équations différentielles, on peut prévoir dans telle année, ou bien quelles conditions, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire la pollution dans nos pays. Les sciences mathématiques constituent une science incontournable dans le développement de tout pays. C'est pour cette raison que les universitaires de la sous-région, experts et chercheurs réfléchissent pour trouver la manière dont les mathématiques peuvent révolutionner le monde. Avec les phénomènes de dégradation de la couche d'ozone, il y a l'érosion qui avance, la mer qui avance. Il faut que nous essayions avec les outils mathématiques, qu'est-ce que nous proposons à la population ou bien aux décideurs maintenant pour pouvoir arrêter ce genre de phénomènes. Il faut qu'on se réunisse et partager en commun ce que les autres savent et ce que nous savons. Donc nous, on profite de leur expérience et aussi profitent de notre expérience. Et juste, surtout dans les domaines très pointus, orientés dans le sens du développement de l'Afrique. L'école des mathématiques africaines, première du genre à Lomé, se tient du 4 au 16 juillet. Elle réunit les étudiants venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée, du Congo, de la Côte d'Ivoire et du Togo.
L'école des mathématiques africaines veut contribuer au développement des mathématiques dans toutes les régions africaines en favorisant les échanges entre les futurs jeunes mathématiciens africains et la communauté mathématique internationale. Les sciences mathématiques, elles réglementeraient notre vie de tous les jours. Et pourtant, les apprenants la considèrent comme la bête noire du système éducatif. Ce soir, Lucassi nous fait découvrir leur importance. C'est l'autre dossier de cette édition. Je n'aime pas les mathématiques, mais même si je m'adonne à ça du début des années, que cette année, je ferai tout et tout pour être au moins assez bien en mathématiques ou moyen en mathématiques, même si je commence, je n'ai pas de bons résultats. Souvent, quand on parle de mathématiques, les étudiants, les élèves, les apprenants disent c'est la bête noire. Alors pourquoi c'est la bête noire? Est-ce que c'est l'enseignant qui présente mal le problème? Est-ce que c'est parce que c'est trop abstrait? Et voilà les questions que nous nous posons. Indispensables dans tous les domaines de la vie, les mathématiques sont souvent perçues comme une bête noire par les élèves. Ce désamour observé vis-à-vis de cette discipline tire sa source, selon quelques spécialistes, du caractère abstrait de cette matière et de la méthodologie de l'enseignement. À cela s'ajoutent des difficultés liées à l'environnement des études et la perception sociale qui mystifie les mathématiques chez les apprenants à la base. Je me dis que je ne suis pas apte de faire la mathématique parce qu'il y a des mathématiques, comme par exemple ce qu'on fait en série B. Moi, je me dis que non, ce n'est pas possible pour faire la mathématique. On a une tendance à penser que les mathématiques sont difficiles. La société aussi n'aide pas. Dans la société, on a toujours cette tendance-là à penser que les mathématiques sont difficiles. C'est vrai que les mathématiques peut-être ne sont pas à apprendre comme les autres matières. Ça nécessite un peu un petit effort supplémentaire par rapport aux autres matières. Mais nous disons que les mathématiques, c'est la vie de tous les jours. Malgré ce désintéressement prononcé et les difficultés rencontrées par quelques élèves pour réussir les mathématiques, des apprenants n'hésitent pas à déclarer leur flamme à cette discipline et à relever le défi de l'excellence. J'aime bien la mathématique depuis la classe de 3e. C'est pourquoi juste après mon BPC, j'ai fait la série D. Et je me sens aussi à l'aise en faisant la mathématique. La mathématique ne fait pas peur, il suffit de s'appliquer. Et puis, on réussit facilement la mathématique. Sinon, moi, je n'ai jamais eu peur de la mathématique. Les mathématiques dites mères de toutes les sciences sont faciles à appréhender si l'on sait s'y prendre. Et surtout, quand l'enseignement est de qualité et que l'apprenant s'exerce aussi au quotidien. Pour attirer, je dirais motiver les enfants ou les apprenants, nous essayons de leur présenter les avantages des mathématiques. Et partant des avantages des mathématiques, il y en a qui s'y intéressent. Et c'est par cet intéressement qu'on arrive maintenant à faire passer la notion nécessaire et essentielle pour que l'enfant s'attache davantage aux mathématiques. Lorsque, par exemple, nous prenons le cas des enfants qui entrent en 6e, ils ont déjà vu certaines notions au cours primaire. On ne doit pas se séparer de ces notions-là. On doit partir de ces notions pour pouvoir leur faire découvrir de nouvelles notions. Et lorsqu'on arrive à tisser ce lien-là entre la classe ou les classes antérieures, les notions antérieures, l'élève arrive à tracer ou à tisser un lien qui lui permettra de réussir facilement les mathématiques. Mathématiques dont tout le monde a peur est le soubassement des études scientifiques. Vous ne pouvez pas faire la biologie, vous ne pouvez pas faire la physique, vous ne pouvez pas faire la chimie, vous ne pouvez pas faire une école d'ingénieur si vous n'êtes pas bon en mathématiques. Et vous découvrirez donc comment dompter cette bête noire que représentent les mathématiques dans l'émission Au cœur de la nation de ce vendredi à partir donc de 21h. Trouver un emploi après sa formation dépend du choix ou plutôt
de l'orientation que l'on se donne. Et aujourd'hui, de nouveaux métiers font leur apparition et échappent aux jeunes qui n'ont pas la formation requise. Et on parle là de l'adéquation entre la formation et l'emploi. Quels sont ces nouveaux métiers et quelle formation professionnelle pour les mettre en œuvre? C'est le dossier de cette édition et il est signé Adolphe Paca. Certains diront que le marché de l'emploi de tous les indicateurs, c'est le seul qui reste constamment au rouge. Dans le récent rapport du programme de stratégie nationale de l'emploi des jeunes, ils sont 1,5 million sur le marché de l'emploi pour une population totale de 2,1 millions compris entre 15 et 35 ans. Une situation pas du tout réjouissante qui prévaut depuis une vingtaine d'années et elle n'est pas singulière au Togo. Le diagnostic du problème commence par les universités et instituts de formation de la place. Nous sommes sur le campus universitaire de Lomé. Cet après-midi de lundi, Innocente et ses copains n'ont pas cours. Ils consacrent leur temps dans la morosité ambiante du marché du travail à causer sur leur avenir. Personne ici ne peut me dire que lui, la formation qu'il récupère ici ou bien qu'il reçoit ici lui permet absolument de trouver un emploi qui réponde à sa formation. Je pense que le gouvernement fait déjà assez d'efforts pour notre éducation, mais je souhaiterais qu'ils en fassent davantage pour que nous recevions une formation de qualité qui puisse nous permettre de bien nous insérer dans le domaine de l'emploi. Le marché de l'emploi évolue et exige de nouvelles compétences, des compétences pratiques pour faire face aux nouveaux métiers. Le Togo s'éveille à la problématique. Des structures de formation professionnelle se créent pour amener les jeunes à être en phase avec les mutations qui s'opèrent sur le marché de l'emploi. Pour nous en rendre compte, direction Zone Franche. Au cœur de cet environnement, le Centre de formation aux métiers industriels, CFMI. Le CFMI, c'est former les jeunes après le baccalauréat pour leur donner la capacité d'être opérationnels et d'être une main-d'œuvre qualifiée pour accompagner le développement du tissu industriel togolais. Aujourd'hui, c'est le seul centre de la sous-région qui puisse accompagner les pays dans le développement industriel. De la direction du CFMI, nous voici dans les ateliers. Première étape, la soudure-chaudronnerie. Ici, nous avons affaire avec les apprenants. Quand j'avais eu le bac, je voulais intervenir dans l'enseignement et j'ai choisi de faire l'histoire. Mais d'après tout, j'ai su que la décision que j'avais prise n'était pas la bonne. Donc j'ai su finalement que ceux qui sont aujourd'hui dans les domaines industriels gagnent mieux. Et je vois que la formation que ce centre m'offre me permettra de gagner très rapidement dans un an ou 2 ans ma vie. 5 différentes filières se partagent les ateliers de ce centre où se modèle la venue de 80 élèves. Et chaque élève fait preuve de conscience et espère sortir d'ici nanti d'un brevet professionnel. Bon, ici, là, on dit au CFMI, c'est ce qu'on dit fort, un diplôme, un métier et un salaire. C'est-à-dire la capacité du pays de pouvoir mettre les jeunes à disposition du monde industriel. Le secteur industriel est bien connu, le plus pourvoyeur d'emplois. Mais selon la Banque mondiale, ce secteur représente en Afrique subsaharienne moins de 3% du total des emplois. Le gouvernement ne baisse pas la garde. De nombreuses trajectoires sont aujourd'hui ouvertes vers des emplois productifs. Nous pensons réellement qu'une revue totale des programmes de formation faciliterait l'insertion de ces jeunes. Mais c'est des actions de longue haleine. C'est des actions qui s'inscrivent dans la durée. Mais aujourd'hui, il y a un stock de jeunes sur lequel il faut travailler et nous mettons l'accent sur la. Donc, c'est des actions parallèles qui doivent se mener, mais qui nous demandent de revoir en profondeur les différents programmes pour que nous puissions avoir des jeunes qui peuvent facilement s'insérer sur le marché du travail. Mais il y a également cette action qu'il faut accompagner, qui nous permet d'accompagner des jeunes qui sont déjà formés. Refonte de l'enseignement professionnel et développement des mécanismes de facilitation et d'accompagnement, le gouvernement en est conscient et veut matérialiser au plus vite ses ambitions d'accélération de la croissance et de la réduction sensible
du taux de chômage et de sous-emploi, comme prévu dans la SCAP, à savoir 24,3% en 2017. Une conférence débat a été organisée par le Conseil des énarques du Togo à l'endroit des étudiants de l'OTR à l'École nationale d'administration à Lomé. L'objectif était de les sensibiliser sur les obligations qui seront les leurs dans la conduite des affaires publiques et plus précisément dans la mobilisation des recettes fiscales. Les précisions sur cette conférence débat avec Serge Tastom, Viviane Onsouvi et Ramdan Bassina. Rôle des agents publics dans la mobilisation des recettes au Togo. C'est le thème qui a fait l'objet de débats à cette conférence qui a pour cible les étudiants de l'Office togolais des recettes OTR inscrits à l'École nationale d'administration. Initiative du Conseil des énarques du Togo pour renforcer la capacité de ces apprenants concernant la mobilisation des recettes fiscales. C'est pour une formation initiale d'une année. Ils sont outillés ici, ils ont reçu. Mais la grande mission, c'est sur le terrain, parce qu'il y aura des réticences. Ils partent avec de nouveaux outils et généralement, quand on introduit de nouvelles choses, il y a des réticences. Face aux défis que s'est assigné le Togo en matière de mobilisation des ressources internes, la qualité des ressources humaines est un atout incontournable et la formation constitue l'une des clés pour y parvenir. Ce sont des agents publics. Et en tant qu'agents publics, ils doivent respecter un certain nombre de règles de déontologie et d'éthique. Donc en tant qu'agent public et agent de l'OTR, au-delà de cette mission de mobilisation des ressources, je crois qu'ils ont un rôle de sensibilisation. Ils doivent jouer un rôle pédagogique en sensibilisant les usagers pour qu'ils puissent avoir un comportement citoyen, civique et responsable pour pouvoir donc payer leurs impôts. L'Office togolais des recettes a entamé de profondes mutations pour renforcer l'assiette fiscale de l'État. Un personnel de qualité est donc nécessaire pour accompagner le processus. Les luttes Evala en pays Kabylie édition 2016, c'est pour bientôt et la CEDEAO apporte déjà son soutien à l'événement. Un important lot de matériel sportif et didactique vient d'être remis au ministre en charge de la culture par le représentant permanent de la CEDEAO au Togo. Matériel qui permettra également la vulgarisation des tests de l'organisation dans les langues locales. Les précisions avec Chassina Baga. Les Evala en pays Kabylie seront habillés cette année par la CEDEAO. L'institution régionale a fait don d'un lot de kits composés de 300 shorts, 300 casquettes et 500 t-shirts pour les lutteurs. Il s'agit pour la CEDEAO d'accompagner les efforts du gouvernement dans la revalorisation et la promotion des valeurs culturelles au Togo. La CEDEAO est très attachée aux valeurs qui fondent la personnalité du citoyen de la communauté. C'est-à-dire tout ce qui a trait à la promotion et au respect des us et coutumes doit être aujourd'hui notre leitmotiv. Nous avons tendance aujourd'hui à être une institution des peuples en lieu et place d'une institution des États qui était la communauté. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le peuple qui véritablement est visé. 1000 livres, 1000 CD en Kabylie et 1000 CD en EV qui compilent les tests fondamentaux, les grandes décisions et les orientations de la CEDEAO ont été également remis au ministre Guy Madié Lorenzo. Le ministre en charge de la communication et de la culture a fort apprécié ce geste de la CEDEAO tout en soulignant l'importance de la culture dans le processus de développement et d'intégration sous-régionale. Nous apprécions vraiment le geste qui est le vôtre cet après-midi, car comme vous le savez, la culture et le développement vont ensemble. Les kits que vous nous avez apportés, au-delà des kits, c'est le geste symbolique qui est le vôtre, parce qu'on pourrait penser que la CEDEAO n'est là que pour faire l'intégration économique ou politique, mais il y a également la partie culturelle. Et nous savons que les luttes, les Evala que représentent les luttes,
eh bien, ne sont pas simplement une discipline, simplement au Togo. Et souvent, nous faisons des émissions, nous parlons à nos populations de la CEDEAO. Cela ne doit pas rester simplement l'affaire de quelques intellectuels. La CEDEAO concerne toutes les populations de la communauté, toutes les populations togolaises. Et tout le monde ne parle pas français, tout le monde ne parle pas anglais. Donc, à travers l'EV et à travers le CABIE, je suis intimement persuadé que les médias publics vont, et j'invite les médias privés aussi à le faire, organiser des émissions afin que, au fil de l'eau, on puisse faire découvrir à travers les textes ce qu'est la CEDEAO. La CEDEAO a été créée en 1975 à l'initiative de feu président Gnassingbé Eyadema du Togo et Yakubu Gowon du Nigeria. Elle est composée de 15 pays et œuvre désormais à l'intégration des peuples de l'espace. Cette série de communiqués pour poursuivre cette édition. Le bureau exécutif de l'Union musulmane du Togo a le plaisir d'informer la communauté musulmane que la fête de Ramadan sera célébrée le mercredi 6 juillet 2016 sur toute l'étendue du territoire national. À Lomé, la prière de cette fête se déroulera au stade de Kégué et dans les quartiers environnants à partir de 9h. La dite prière se déroulera au lieu habituel et à la même heure sur toute l'étendue du territoire national. Et puis le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative porte à la connaissance des agents du secteur public et privé que la fête de Ramadan sera donc célébrée le mercredi 6 juillet. Et à cet effet, la journée de ce mercredi est fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Un nouveau livre est dans les rayons des boutiques et bibliothèques de Lomé depuis peu. 55 ans de vie constitutionnelle au Togo. C'est son titre. Il est écrit par le Togolais Mohamed Madi Diabakate et publié aux éditions Aoudi. Cet essai de 194 pages permet à l'auteur d'attirer l'attention de l'élite togolaise sur l'importance que les prochaines réformes tiennent compte de l'intérêt général de tous. Le compte rendu avec Sonia Amenikbo et Adolphe Paka. 55 ans de vie constitutionnelle au Togo, un nouveau livre de l'écrivain togolais Mohamed Madi Diabakate. Dans cet ouvrage de 194 pages, l'auteur invite l'élite togolaise à prendre en compte l'intérêt général dans les prochaines réformes, mais aussi à œuvrer pour rééquilibrer les forces entre les trois pouvoirs. Selon lui, le problème de réforme ne réside pas dans la Constitution, mais plutôt dans les hommes qui en font usage. Il faut démontrer au Togo qu'on a une jeunesse qui pense, qui anticipe et qui prévoit. Et c'est dans ce sens, peut-être hasard du calendrier ou autre, mais à un moment donné, je me suis dit que ce débat va refaire surface. Et au lieu d'aller chacun avec des positions, avec des idées préconçues, il fallait orienter les acteurs politiques en venant sur la table avec un document purement technique et scientifique qui puisse orienter les gens. Selon les analystes, cet essai marque une étape importante dans l'appréciation de la vitalité du droit constitutionnel togolais. Pour saluer l'initiative, à ma connaissance, en dehors des thèses et mémoires universitaires, c'est la première fois qu'un Togolais lance sur le marché un ouvrage destiné au grand public qui fait le parcours des 55 ans de vie constitutionnelle dans notre pays. Il a lancé une piste de réflexion sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et donc il est parti vraiment du passé pour revenir à l'actualité et donner ses idées sur cette question qui agite l'opinion publique togolaise depuis un certain moment. Le livre 55 ans de vie constitutionnelle au Togo est structuré en 5 chapitres, à savoir le pouvoir exécutif de la 4e République, le pouvoir législatif de la 4e République,
le pouvoir judiciaire de la 4e République, les institutions d'appui à la démocratie et les lignes directrices d'une révision constitutionnelle. Mohamed Diabakate travaille à Goma, en République démocratique du Congo, pour le compte de l'ONU. Il est également président du conseil d'administration du Centre pour la gouvernance démocratique et la prévention des crises. Il est à sa 3e œuvre. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.